Coucou, c'est Caro. Bonsoir. Je vous retrouve ici pour une vidéo lecture dans le cadre du calendrier de l'Avent. J'ai pensé tous les soirs vous lire un passage des contes de Noël de Charles Dickens. Comme ça, au bout des 24 jours, petit à petit, nous aurons redécouvert les contes de Charles Dickens. Je vous propose de commencer par un chant de Noël. Et voilà, donc aujourd'hui c'est le premier jour. Tous les jours, vous aurez droit à une petite lecture comme ça. En avant. Premier conte, un chant de Noël. Premier couplet, le fantôme de Marley. Il faut dire avant tout que Marley était mort. Là-dessus, pas de doute possible. Le registre mortuaire avait été signé par le pasteur, son clerc, l'entrepreneur des pompes funèbres et le principal deuilleur. Scrooge l'avait signé et le nom de Scrooge était une garantie en bourse. Quel que fût le papier qui lui plaisait d'endosser. Le vieux Marley était mort, aussi mort qu'un clou de porte. Attention, je ne veux pas insinuer par là que je sache, d'après ma propre expérience, ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. J'aurais été tentée, quant à moi, de considérer un clou de cercueil comme le morceau de ferraille le plus mort qu'il soit sur le marché. Mais la sagesse de nos ancêtres réside dans cette image, et mes mains profanes n'iront pas l'y troubler. Où s'en est fait de ce pays? Permettez-moi donc de répéter avec emphase que Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Scrooge le savait-il? Bien sûr. Comment eût-il pu l'ignorer? Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Scrooge fut son seul exécuteur testamentaire, son seul curateur, son seul mandataire, son seul légataire universel, son seul ami, le seul qui lui prit son deuil. Et Scrooge lui-même, à vrai dire, ne fut pas si terriblement ému par ce triste événement qu'il ne se montra excellent homme d'affaires le jour même des funérailles, dont il marqua la date par un marché des plus avantageux. Cette allusion aux funérailles de Marley me ramène à mon point de départ. Il n'est pas douteux que Marley était mort. Il faut bien le comprendre, sinon l'histoire que je vais conter ne contiendrait pas le moindre mystère. Si nous n'étions pas absolument convaincus que le père de Hamlet est mort avant le commencement de la pièce, il n'aurait rien de plus remarquable à le voir faire un petit tour le soir, en plein vent d'est, sur les remparts de son propre château, qu'il n'y en aurait à voir tout autre monsieur d'âge mûr se promener la nuit au milieu des courants d'air du cimetière de Saint-Paul, à seule fin d'impressionner l'esprit débile de son fils. Scrooge n'effaça jamais sur l'enseigne le nom du vieux Marley. Il était encore là, bien des années après, au-dessus de la porte du magasin. Scrooge et Marley. La raison sociale était connue pour être celle de Scrooge et Marley. Parfois des nouveaux venus dans les affaires appelaient Scrooge Scrooge et parfois Marley. Mais il répondait aux deux noms. Pour lui, c'était tout un. Oh, c'est qu'il maniait la meule d'un point ferme, notre Scrooge. Le vieux pandard savait mieux que personne pressurer, tordre, arracher, serrer, gratter et tondre. Dur et tranchant comme le silex, un silex dont jamais acier ne fit jaillir une étincelle généreuse. Secret, renfermé
et aussi solitaire qu'une huître. Le froid qui l'habitait glaçait les traits de son vieux visage, pinçait son nez pointu, fripait sa joue, rendait sa démarche froide, ses yeux rouges, ses lèvres minces bleues, et s'exhalait en âpreté dans sa voix grinçante. Un givre blanc couvrait sa tête, ses sourcils, son menton maigre. Il transportait toujours et partout avec lui sa propre température à frimas. Il glaçait son bureau pendant la canicule et ne le dégelait pas d'un degré à Noël. Les changements de climat avaient peu de prise sur Scrooge. L'été le plus brûlant ne le réchauffait pas. L'hiver le plus dur n'aurait pu le faire grelotter. L'Aquilon n'était pas plus âpre, ni la neige plus opiniâtre, ni la pluie torrentielle moins accessible à la prière. Le mauvais temps ne pouvait parvenir à lui damner le pion. Les plus fortes averses, la neige, la grêle et le grésil n'avaient pas l'avantage sur lui que d'une manière. Il tombait sans lésiner. Scrooge ne lésinait jamais et partout. Personne ne l'arrêtait jamais dans la rue pour lui dire d'un air joyeux « Mon cher Scrooge, comment allez-vous? Quand viendrez-vous me voir ?» Aucun mendiant n'implorait de lui la plus petite aumône. Aucun enfant ne lui demandait l'heure. Jamais de toute sa vie, homme ou femme ne pria Scrooge de lui indiquer le chemin de tel ou tel endroit. Les chiens d'aveugles eux-mêmes semblaient le connaître, et lorsqu'ils le voyaient approcher, tiraient leurs possesseurs sous les portes cochères et jusqu'au fond des cours. Après quoi ils remuaient la queue comme pour dire « Mieux vaut pas d'œil du tout que le mauvais œil, mon ténébreux maître. » Mais qu'importait à Scrooge? C'était précisément cela qui lui plaisait, se faufiler le long des chemins de la vie qu'encombrent ses semblables, en faisant savoir à toute sympathie humaine qu'elle devait se tenir à distance. C'était pour lui ce que les connaisseurs appelaient du nanan. Un jour, et parmi tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était en train de travailler, assis à son bureau. Il faisait un froid noir, glacial, pénétrant, avec du brouillard par-dessus le marché. Et il entendait dans la ruelle le souffle bruyant des gens qui passaient dans un sens et puis dans l'autre, en se frappant la poitrine pour se réchauffer les mains et en battant la semelle pour se réchauffer les pieds. 3 heures venaient de sonner aux horloges de la cité, mais il faisait déjà complètement nuit. Et les bougies qui flambaient aux fenêtres des bureaux voisins mettaient des éclaboussures rougeâtres dans l'air palpable et brun. Le brouillard pénétrait à flot par toutes les fentes et tous les trous de serrure. Et ils étaient si épais en dehors que, bien que la cour fût des plus exiguës, les maisons d'en face avaient pris l'aspect de fantômes. À voir s'abattre ce nuage humide et sale qui obscurcissait tout, on eût pu croire que la nature avait installé près de là quelques vastes brasseries et y brassait sur une grande échelle. La porte du bureau de Scrooge demeurait entr'ouverte, afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis qui, assis à côté, dans une lugubre petite cellule, une espèce de citerne, était occupé à copier des lettres. Scrooge avait un très petit feu, mais le feu du commis était encore bien plus maigre, si menu qu'il semblait contenir un seul morceau de charbon. Mais il ne pouvait pas le regarnir car Scrooge gardait le seau à charbon chez lui, et toutes les fois que le commis entrait avec la pelle, son patron lui annonçait qu'il se verrait forcé de se séparer de lui. Là-dessus, le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer à la chandelle. Mais comme il n'était pas doué d'une imagination très vive, ses efforts échouaient.
Joyeux Noël, mon oncle, et que Dieu vous ait en sa garde, criait une voix enjouée. C'était le neveu de Scrooge qui était entré si vivement que cette voix fut le premier signe qu'il donna de sa présence. « Bah, grogna Scrooge, sornette !» Et il s'était si bien réchauffé à marcher d'un pas rapide dans le brouillard et le froid, ce neveu de Scrooge, qu'il en était tout en feu. Ses joues rouges embellissaient son visage, il avait les yeux brillants et son haleine fumait encore. « Des sornettes, Noël, mon oncle, dit le neveu de Scrooge. Vous ne parlez pas sérieusement? Si, fit Scrooge, joyeux Noël. De quel droit avez-vous d'être joyeux? Quelle raison avez-vous d'être joyeux? N'êtes-vous pas pauvre? Allons, mon oncle, répliqua le neveu gaiement. Quel droit avez-vous d'être maussade? Quelle raison avez-vous d'être sombre? N'êtes-vous pas riche? Scrooge, qui ne trouva rien à répondre du tac au tac, se contenta de faire « bah » et de répéter ensuite « sornette ». « Ne soyez pas grognon, mon oncle, dit le neveu. « Comment ne pas l'être, rétorqua l'oncle, lorsque l'on vit dans un monde d'insensés. Joyeux Noël, au diable votre joyeux Noël. Qu'est-ce que Noël en vérité? Le moment où vous devez payer vos billets échus sans avoir d'argent? Le moment où vous vous trouvez plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure? Le moment où vous faites la balance de vos livres pour découvrir qu'au long des 12 mois, chacun de leurs articles s'inscrit à votre passif? Si je pouvais agir à ma guise, poursuivit Scrooge avec indignation, tous les imbéciles qui parcourent la ville en criant « Joyeux Noël » seraient mis à bouillir avec leur pudding et enterrés avec une branche de houx plantée dans le cœur. Et voilà. « Oncle, protesta le neveu. « Neveu, répondit l'oncle d'un ton sévère, célébrez Noël comme il vous plaira, et laissez-moi le célébrer à ma manière. »« Le célébrer, dit le neveu. Mais justement, vous ne célébrez pas. Alors laissez-moi ne pas célébrer. Grand bien vous fasse-t-il, pour le bien qu'il vous a fait jusqu'à présent. Il y a beaucoup de choses, je le reconnais, donc je n'ai pas tiré tout le bien que j'aurais pu, répondit le neveu. Et Noël en est un. Mais du moins ai-je toujours considéré cette fête comme un très beau jour, et la saison de Noël comme une ère de bonté, de pardon, de charité et de joie. Le seul moment que je sache dans le long calendrier de l'année où hommes et femmes semblent d'un commun accord ouvrir librement leur cœur, longtemps fermé, et traiter les gens qui leur sont inférieurs non en créatures d'une race différente, marchant vers une autre destinée, mais comme leurs vrais compagnons de voyage sur le chemin du tombeau. Et c'est pourquoi mon oncle, quoiqu'il n'ait jamais mis une once d'or ou d'argent dans mes poches, je crois que Noël m'a fait du bien et qu'il m'en fera encore. Aussi, je répète, vive Noël. Le commis, du fond de sa citerne, applaudit involontairement. S'apercevant aussitôt qu'il venait de commettre une inconvenance, il se mit à tisonner le feu dont il anéantit à jamais l'ultime et frêle étincelle. « Que je vous entende encore faire le moindre bruit, cria Scrooge, et vous fêterez Noël en perdant votre place. Vous êtes un orateur fort éloquent, monsieur, ajouta-t-il, en se tournant vers ce neveu. Je m'étonne que vous ne soyez pas au Parlement. Ne vous fâchez pas, mon oncle, allons, venez dîner chez nous demain. Scrooge déclara qu'il verrait son neveu aller au diable. Oui, il employait cette expression blasphématoire et déclara qu'il verrait son neveu réduit à cette extrémité avant que d'accepter son invitation. « Mais pourquoi » s'écria le neveu de Scrooge. « Pourquoi ?»« Pourquoi êtes-vous marié » demanda Scrooge. « Parce que j'étais amoureux. »« Parce que vous étiez amoureux » grogna Scrooge, comme si c'était la seule chose au monde qui fût plus ridicule encore que de fêter Noël. « Bonsoir. »« Mais mon oncle, vous ne veniez jamais me voir avant cet événement. Pourquoi me donner cette raison pour refuser de venir maintenant ? »« Bonsoir, » dit Scrooge. « Je n'attends rien de vous, je ne vous demande rien. Pourquoi ne sommes-nous pas amis ? »« Bonsoir, » dit Scrooge. « Je suis peiné jusqu'au fond du cœur de vous voir si obstiné. Nous n'avons jamais eu de querelle, où j'ai pris part du moins. Allons.
J'ai fait cette tentative en l'honneur de Noël, et je veux conserver jusqu'au bout mon humeur de Noël. Donc, mon oncle, je vous souhaite un joyeux Noël. Bonsoir, dit Scrooge. Et une bonne heureuse année. Bonsoir, dit Scrooge. Son neveu quitta pourtant la pièce sans un mot de colère. Il s'arrêta au seuil de la porte extérieure pour présenter les vœux de la saison au commis, qui, tout transi qu'il fût, les reçut plus chaudement que Scrooge, et répondit cordialement. « En voilà une autre, marmonna Scrooge, qui l'entendit de sa place. Mon commis, qui a 15 shillings par semaine, avec une femme et des enfants, et qui parle d'un joyeux Noël. Je finirai par me retirer chez les fous. » Le démon en question, en reconduisant le neveu de Scrooge, avait introduit 2 autres personnes. C'étaient 2 imposants messieurs, à l'air avenant, qui se présentèrent devant Scrooge, le chapeau à la main. Ils tenaient sous le bras des registres et des papiers, ils le saluèrent. « Scrooge et Marley, je crois, » dit l'un des visiteurs en consultant sa liste. « Est-ce à monsieur Scrooge ou à monsieur Marley que j'ai le plaisir de parler ?»« Monsieur Marley est mort depuis 7 ans, dit Scrooge. Il est mort voici 7 ans tout juste, ce soir même. Nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant, dit le gentleman en entendant ses papiers justificatifs. Elle l'était certainement, car les 2 associés avaient possédé des âmes sœurs. En entendant son mot alarmant, générosité, Scrooge fronça le sourcil et secoua la tête, rendit au visiteur ses certificats. « En cette époque de l'année dédiée à la joie, commença ce dernier en prenant une plume, il est plus désirable encore qu'en temps ordinaire de recueillir quelques oboles pour les pauvres et les nécessiteux qui souffrent cruellement des rigueurs de la saison. Bien des milliers manquent du strict nécessaire, des centaines de milliers ignorent le plus modeste confort, monsieur. »« N'y a-t-il pas de prison ?» demanda Scrooge. « Un grand nombre de prisons, dit le gentleman, laissant tomber sa plume. »« Et les asiles et les hospices des paroisses ?» demanda Scrooge. « Elles ont été fermées ?»« Non, je voudrais pouvoir dire qu'ils l'ont été. » Le moulin de discipline et la loi des pauvres sont donc en pleine vigueur, en pleine activité, monsieur. Oh, j'avais craint, d'après ce que vous me disiez au début, que quelques circonstances fâcheuses n'aient entravé la bonne marche de ces utiles institutions, dit Scrooge. Je suis enchanté d'apprendre qu'il n'en est rien. Ayant toutefois l'impression que la multitude n'y saurait puiser le contentement chrétien du corps ou de l'âme, quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir des fonds destinés à donner aux pauvres nourriture et boissons, ainsi que le moyen de se chauffer. Nous avons choisi cette saison parce que, plus que toute autre, c'est celle où la pénurie se fait cruellement sentir et où l'opulence triomphe. Pour quelle somme dois-je vous inscrire ? Pour rien, répliqua Scrooge. Vous désirez demeurer anonyme ? Je désire qu'on me laisse en paix. Puisque vous me demandez ce que je désire, monsieur, telle est ma réponse. Je ne me goberge pas à Noël et n'ai point les moyens de me permettre aux oisifs de se goberger. J'aide à l'entretien des établissements dont je vous ai parlé. Ils coûtent très cher, et ceux qui sont dans le besoin n'ont qu'à y entrer. Beaucoup ne le peuvent pas, et beaucoup préféreraient mourir. S'ils préfèrent mourir, dit Scrooge, qu'ils le fassent. Cela diminuera l'excédent de la population. Au surplus, excusez-moi, j'ignore tout cela. Mais vous pourriez ne pas l'ignorer, fit remarquer le gentleman. Ce ne sont pas mes affaires, répliqua Scrooge. Un homme a bien assez de ses propres affaires sans se mêler de celles des autres. Les miennes occupent tous mes instants. Bonsoir, monsieur. Voyant clairement qu'il serait vain d'insister, les 2 visiteurs se retirèrent. Scrooge se remit à ses travaux, fort satisfait de lui-même, et d'une humeur plus enjouée que de coutume. Pendant ce temps, le brouillard et la nuit avaient tellement épaissi que l'on voyait courir en tous sens des porteurs de torches qui offraient leur service pour guider les voitures en marchant devant les chevaux.
L'antique tour d'église, du haut de laquelle une vieille cloche bougonne passait son temps à épier Scrooge par une fenêtre gothique percée dans le mur, devint invisible et sonna les heures et les quarts dans les nuages en les faisant suivre de tremblantes vibrations, comme si des dents claquaient là-haut dans sa tête gelée. Le froid devenait intense. Dans la grande rue, au coin de la cour, des ouvriers occupés à réparer des conduites de gaz, avaient allumé un grand feu dans un brasero autour duquel se pressait un groupe d'hommes et de gamins en haillons qui se chauffaient les mains et clignaient des yeux devant la flamme d'un air ravi. La pompe à eau abandonnée à sa solitude se ficha par mauvaise humeur et transforma son trop-plein en glaçant misanthropique. L'éclairage brillant des vitrines de magasins où les rameaux et les baies de eau craquaient à la chaleur des lampes mettait un reflet rougeâtre sur le visage pâle des passants. Les commerces d'épicerie et de volailles étaient devenus un splendide divertissement, un spectacle fastueux avec lequel il était à peu près impossible de croire que le principe, aussi ennuyeux que l'achat et la vente, eussent le moindre rapport. Le Lord Mayor, dans sa forteresse de l'imposante Mansion House, donnait des ordres à ses 50 cuisiniers et à ses 50 sommeliers, afin que Noël fût célébré comme il se doit dans la maison d'un Lord Mayor. Et même le petit tailleur que le potentat avait condamné le lundi précédent à 5 shillings d'amende pour s'être montré dans les rues ivre et altéré de sang, mélangeait dans sa mansarde les ingrédients du pudding, tandis que sa maigre épouse, son bébé dans les bras, sortait pour acheter le bœuf. Le brouillard et le froid continuaient de croître. Un froid vif, pénétrant, cuisant. Si le bon saint Dunstan avait pincé le nez du malin avec un peu de ce temps-là au lieu d'employer ses outils familiers, c'est alors que le diable aurait eu des raisons pour rugir de douleur. Le possesseur d'un jeune et maigre nez, grignoté et mâchonné par le froid, comme les os sont mangés par les chiens, se baissa devant le trou de serrure de Scrooge pour le régaler d'un chant de Noël. Mais au premier accent de « Dieu vous bénisse, joyeux monsieur, que rien ne vienne vous troubler », Scrooge s'empara de la règle avec un geste d'une telle énergie que le chanteur s'enfuit épouvanté, abandonnant le trou de la serrure au brouillard et au gel mieux approprié encore. Enfin, l'heure de fermer le comptoir arriva. À contre-cœur, Scrooge descendit de son haut tabouret, donna ainsi le signal du départ au commis qui l'attendait impatiemment dans la citerne et qui mit son chapeau, tout en éteignant la bougie d'un coup de mouchette. « Vous voulez disposer de toute la journée de demain, je suppose, dit Scrooge. Si cela ne vous dérange pas, monsieur. »« Cela me dérange, dit Scrooge, et cela n'est pas équitable. Si je vous retenais une demi-couronne pour cette journée, vous vous croiriez lésé si je ne m'abuse. » Le commis eut un pâle sourire. « Et pourtant, poursuivit Scrooge, vous ne pensez pas que moi, je sois lésé si je vous paie une journée à ne rien faire ?» Le commis lui fit observer que cela n'arrivait qu'une fois par an. « Bonne excuse pour étrousser un homme tous les 25 décembre, dit Scrooge en boutonnant sa pelisse jusqu'au menton. Mais je suppose que vous devez avoir la journée entière. Arrivé d'autant plus tôt le lendemain matin. » Le commis promit qu'il tâcherait, et Scrooge sortit en maugréant. Le bureau se trouva fermé en un clin d'œil, et le commis, avec les 2 bouts de son cache-nez blanc qui lui pendaient plus bas que la taille, s'élança sur la pente de Cornhill, derrière une file de gamins, et fit avec eux une vingtaine de glissades en l'honneur de la veille de Noël. Il regagna ensuite, à bride abattue, son domicile pour y jouer à Colin-Maillard. Scrooge absorba son dîner mélancolique dans sa mélancolique taverne habituelle, et après avoir lu tous les journaux et charmé le reste de sa soirée par l'étude de ses livres de caisse, il rentra se coucher. Il habitait un appartement où avait vécu feu son associé.
C'était une enfilade de pièces lugubres situées dans un bâtiment sombre, au fond d'une impasse où il y avait si peu de raisons d'être qu'on ne pouvait s'empêcher d'imaginer qu'il s'y était égaré dans sa jeunesse en jouant à cache-cache avec d'autres petites maisons et qu'il n'avait pas retrouvé la sortie. À l'époque dont nous parlons, il était vieux et triste car personne n'y habitait, hormis Scrooge. Tous les autres appartements étaient occupés par des bureaux. La cour était si sombre que Scrooge lui-même, qui en connaissait le moindre pavé, fut obligé de tâtonner pour se diriger. Le brouillard et la glace s'étaient accrochés de telle sorte au vieux porche noir de la maison qu'on y croyait voir le génie de l'hiver, assis sur le seuil et plongé dans une morne méditation. Or, il est certain que le marteau de la porte n'avait absolument rien de spécial, sauf qu'il était très gros. Il est certain ainsi que Scrooge l'avait vu, matin et soir, tous les jours depuis qu'il habitait cette habitation. Il était non moins certain que Scrooge possédait aussi peu de ce qu'il est convenu d'appeler imagination, que tout autre habitant dans la cité de Londres, y compris même, et ce n'est pas peu dire, la municipalité tout entière, notable et membre des guildes. Qu'on ait en outre bien à l'esprit le fait que Scrooge n'avait pas accordé une seule pensée à Marley depuis l'allusion faite cet après-midi à son ancien associé mort depuis 7 ans. Qu'on m'explique alors, si l'on peut, comment il advint que Scrooge, ayant introduit sa clé dans la serrure, vit dans le marteau de porte sans qu'une métamorphose graduelle l'y eût préparé, non plus un marteau, mais le visage de Marley. Le visage de Marley, il ne baigna pas, ainsi que tous les autres objets de la cour, dans une ombre impénétrable, mais s'entourait d'une phosphorescence sinistre, comme un homard avarié dans une cave obscure. Il n'était ni furieux, ni féroce. Il regardait Scrooge avec l'expression habituelle de Marley, et portait des spectres de lunettes relevées sur son front de spectre. Ses cheveux étaient bizarrement agités, comme par une haleine ou des vibrations d'air chaud, et bien que ses yeux fussent grands ouverts, il était absolument immobile. Ce détail et sa couleur livide en faisaient un objet d'horreur, mais cette horreur semblait extérieure au visage, hors de son contrôle, plutôt qu'elle n'appartenait à son expression elle-même. Pendant que Scrooge considérait fixement ce phénomène, le marteau redevint un marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas ou qu'il ne sentit pas courir dans ses veines certaines sensations d'effroi qu'il n'avait pas éprouvées depuis sa petite enfance serait mentir. Mais il remit la main sur la clé qu'il avait lâchée, la fit tourner avec énergie, entra et alluma sa bougie. Il eut bel et bien un moment d'hésitation avant de refermer la porte, et il regarda bel et bien avec précaution par derrière, comme s'il s'attendait, ou presque, au spectacle terrifiant de la perruque de Marley, pointant sa queue de rat vers le vestibule. Mais il n'y avait rien derrière la porte, que les vis et les écrous qui maintenaient le marteau. Aussi Scrooge fit-il en claquant la porte pour la fermer. Le bruit résonna dans toute la maison comme un coup de tonnerre. Chacune des chambres aux étages, chacune des barriques dans les caves du négociant en vin sembla, pour y répondre, faire entendre sa propre gamme d'échos particuliers. Scrooge n'était pas homme à se laisser effrayer par des échos. Il verrouilla la porte, traversa le vestibule et monta l'escalier. Le monta lentement, qui plus est, en mouchant sa chandelle, chemin faisant. Voilà, je vais arrêter ici pour ce soir. Je continuerai demain. Merci de m'avoir écouté. À demain. Gros bisous.